Bien, bonjour à tous. Je me propose dans ce tuto d'analyser un point qui n'a pas été abordé par tous les étudiants en cours, en tout cas passé sommairement, notamment avec le groupe numéro 1, je crois. Il s'agit des prix et notamment de l'utilisation que l'État peut avoir de son autorité pour bloquer des prix. Et donc, est-ce que l'État doit agir sur les prix? Il ne s'agit pas de savoir si l'État doit agir ou pas sur le marché, mais d'agir sur les résultats du marché, ce qui est deux choses différentes. Et pour cela, on va voir trois exemples. Trois exemples. On va commencer par les prix plafonds. Donc sur le marché, si on prend le modèle que l'on a déjà vu, l'offre et la demande, on voit une courbe d'offre qui est tracée toutes choses égales par ailleurs, une courbe de demande tracée toutes choses égales par ailleurs, notamment pour différentes variables bloquées, analyse en équilibre partiel, et donc on voit ici le prix du marché. Et là on peut imaginer que le prix du marché ne convient pas pour des tas de raisons, et on imagine que le prix, par exemple, est jugé trop haut. C'est scandaleux, dit-on, que le prix soit trop élevé. Et donc la courbe qui apparaît ici, c'est la courbe du nouveau prix, un prix imposé, un prix plafond que l'on ne peut pas dépasser, qui est nécessairement en dessous du prix du marché. Et donc les consommateurs sont plutôt contents de voir que ce prix plafond a baissé le prix. On voit ici que le nouveau prix est inférieur au prix du marché. Le problème, c'est que dans l'état actuel du marché, la première conséquence de ce prix plafond là qui apparaît, c'est que les quantités offertes qui étaient ici aux quantités d'équilibre vont être réduites, et d'autre part, le prix étant plus faible, les quantités demandées, elles, sont plus grandes. Et donc ce prix plafond qui a réduit le prix du marché a entraîné automatiquement une différence par les quantités, cette fois-ci, une action. On voit une pénurie, une file d'attente, un rationnement, puisqu'on se retrouve avec une demande qui est supérieure à l'offre, et la rigidité des prix va entraîner cette pénurie, cette file d'attente. C'est exactement ce que l'on voit dans des économies administrées. Alors là, les images qui apparaissent ici, ce sont une file d'attente typique de l'économie soviétique de la grande époque du communisme, dans lesquelles les prix plafonds, on considérait scandaleux qu'il y ait des prix alimentaires qui soient exorbitants. Mais évidemment, le problème, c'est que ça a entraîné ces pénuries, cette file d'attente et ce rationnement. On peut voir également ce genre d'image à l'époque en période de guerre, quand les prix sont restreints et sont tous plafonnés. Le rationnement se fait non plus par les prix, mais se fait ici par les quantités, avec évidemment les inconvénients que ça peut avoir, le marché noir, le marché parallèle cette fois-ci, le marché de la débrouille qui se met en place. Cette utilisation des prix, c'est en général quelque chose qui est condamné par les économistes libéraux. J'aime assez cette citation d'Hayek qui dit que l'économiste est celui pour lequel il va de soi que le contrôle des loyers entraîne une augmentation de la fréquentation des transports en commun. Alors le il va de soi est amusant parce que ce n'est pas évident quand on voit, quand on entend ce genre de citation, on ne voit pas le rapport, pourquoi le contrôle des loyers, pourquoi l'instauration d'un prix plafond entraînerait une augmentation de la fréquentation des transports en commun. Bah là, ça s'explique assez bien. Quand on regarde ce genre de graphique, on est sur le marché du logement, une demande décroissante, une offre qui est croissante, le prix de marché, donc là, le prix du marché jugé trop élevé par les autorités, le prix du contrôle des loyers, on abaisse le prix du loyer, donc c'est une très bonne nouvelle pour les locataires qui sont en place, bien sûr, mais la conséquence directe, c'est que l'offre de loyer est plus faible et la demande de loyer est plus grande. Conséquence, pénurie de logements qui provoque un éloignement du centre-ville et provoque une augmentation des transports en commun. Donc finalement, à chaque fois qu'on touche les prix, c'est toujours une assez bonne nouvelle pour les consommateurs qui trouvent ça plutôt bien que l'autorité touche le prix, mais voilà, on retrouve comme tout à l'heure des conséquences négatives en termes de gestion de stock, de pénurie, notamment de la part des demandeurs, en tout cas sur le marché. On peut s'intéresser également aux prix planchers. Alors les prix planchers, on va prendre l'exemple de l'agriculture. Les prix planchers en 62, on a mis la politique agricole commune, donc le prix plancher, là on reprend l'analyse du marché. On se retrouve avec une offre qui est croissante, une demande qui est croissante, le prix d'équilibre qui est ici, mais cette fois-ci, on voudrait mettre un prix qui est supérieur au prix du marché, pour favoriser cette fois-ci les offreurs en général. Et donc le prix plancher est ici. Conséquence, la demande est plus restreinte, l'offre demande plus restreinte ici, l'offre qui est
plus importante ici. Et là, la conséquence, c'est que là, on se retrouve avec un excédent, des stockages, des surplus qui sont la plupart du temps coûteux, qui posaient des vrais problèmes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment dans les années 80. Et donc là, on se retrouvait ici avec un déséquilibre de marché. Cette fois-ci, non plus une pénurie, mais ici un excédent. On peut prendre un deuxième exemple de prix plancher sur le marché du travail, principalement non qualifié, celui qui justifie que l'offre qui émane des salariés, croissante, une demande qui émane des employeurs, décroissante du prix, ici le prix c'est le salaire, qui nous donne un salaire d'équilibre, mais là on peut estimer que ce salaire est insuffisant, qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions, et donc on demande à l'État d'agir sur le résultat du marché. Et les résultats du marché consistent à mettre ici un prix plancher, ici le SMIC. Mais la conséquence directe de ce prix plancher peut entraîner une diminution des quantités demandées et une augmentation de l'offre. Et la conséquence nous entraîne ici vers ce qu'on appellera du chômage. D'où le débat qu'il y a en France en ce moment, même à gauche, je dois dire, des gens comme Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, qui est plutôt favorable devant l'ampleur du chômage et notamment du chômage des jeunes, de réduire le SMIC, ou en tout cas de mettre un SMIC jeune qui serait plus faible. Et en diminuant ce prix plancher, on diminuerait la conséquence ici, le chômage des jeunes. Enfin bref, en tout cas le débat est ouvert et n'est pas tranché, en tout cas en France. J'ai dit qu'il y avait trois exemples, et là je voudrais m'intéresser à un troisième exemple de cette utilisation des prix, le taux de change. Le taux de change, c'est un prix particulier puisque c'est le prix de la devise nationale exprimée en devise étrangère, ou en devise étrangère exprimée en monnaie nationale, c'est comme on veut. Et là je vais prendre deux exemples, je vais prendre deux pays qui ont une sphère réelle qui est différente, une productivité, une fiscalité, des lois, etc. qui sont différentes. Et on voit que ici dans mon exemple, l'allemand produit un bien à prime qui coûte 3 Deutschmark, à l'époque où l'Allemagne avait encore sa propre monnaie. Et on voit que la France, elle a ici une productivité, une fiscalité des lois, etc. et qu'elle produit un bien A qui lui coûte 12 francs. Donc l'état du marché sur le marché français fait que le bien A coûte 12 francs et le bien A' coûte environ 3 Deutschmark. Normalement, le taux de change, si on considère que le bien A est à peu près égal à A', qui se ressemble, on pourrait avoir normalement 12 francs est égal à 3 Deutschmark. Et donc normalement le taux de change devrait être 1 franc est égal à 0,25 Deutschmark. Le problème c'est que si on a fixé le taux de change, si on a mis un taux de change qui était fixe, et par exemple qui était fixé à 1 franc est égal à 0,3 Deutschmark. Donc on a décidé de fixer. C'est ce qui s'est passé quand on est passé à l'euro. On a fixé irrémédiablement les taux de change entre les pays qui faisaient, il y en avait 11 à l'époque, 11 pays qui ont fixé leur taux de change. Alors le problème c'est que quand on a fixé les taux de change, quand on a maintenant le bien A qui est exporté, qui va en Allemagne, si on a un taux de change qui est à 1 franc est égal à 0,3 Deutschmark, on multiplie par 12, le bien A, il coûte 3,6 Deutschmark et il n'est absolument pas compétitif. Et à l'inverse, pour le cas français, on importe des produits allemands, le bien A' qui est à 3 Deutschmark ici, lui il est exporté en France, mais avec le taux de change 1 franc est égal à 0,3 Deutschmark, ça signifie que le bien A' va coûter 10 francs. Et là on voit que la fixité du taux de change a entraîné un biais concurrentiel assez important, puisqu'on voit que les exportations françaises ne sont pas compétitives par rapport aux produits allemands, et que les produits allemands deviennent très compétitifs, très avantageux pour les consommateurs nationaux. Et là on voit qu'on a un vrai problème, puisqu'on a un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver véritablement en difficulté. Jadis, avant l'euro, en général, ce problème était réglé par un ajustement de taux de change, c'est-à-dire qu'on laissait le taux de change fluctuer. Dans mon exemple, le franc français aurait dû se déprécier, et en l'occurrence, il aurait s'agi d'une dévaluation dans le cadre du système européen, comme il y en a eu un certain nombre de fois, il y en a eu 17 exactement, entre 1979 et 1999, et donc on réglait ce problème du biais concurrentiel par une dévaluation. Mais maintenant qu'on n'a plus cette arme de la dévaluation, la seule réforme, la seule possibilité pour avoir retirer ce biais concurrentiel que je viens d'évoquer, la seule possibilité, c'est de faire des réformes structurelles. Voilà, et c'est d'agir sur nos lois, sur la fiscalité, sur la productivité, bref, sur notre façon de faire.
Le problème, c'est que cette façon de faire, c'est un héritage historique. Les structures de l'économie obéissent à un temps qui est beaucoup plus lent que les mesures conjoncturelles. Et donc là, ça pose ici un problème. D'ailleurs, c'est ce problème qu'avait soulevé le rapport gallois, qui était de dire, voilà, nous avons un problème de compétitivité en France. Évidemment, c'est un rapport qui dérange. C'était le 6 novembre 2012. Le rapport gallois était clairement de dire, mais non, il va falloir qu'on règle notre problème de compétitivité. Avant, c'était le taux de change qui faisait la différence. Maintenant que nous n'avons plus la flexibilité du change, nous devons agir sur les salaires, par exemple. Et notamment, si je prends l'exemple le SMIC, actuellement, net, il est à 7,45 € de l'heure. On reçoit un salaire, là-dessus il y a les cotisations employées et les cotisations employeurs. La totalité c'est le super brut, ça c'est ce que paye l'employeur, c'est environ 2100 €, j'ai arrondi les chiffres ici pour l'exposer. Le brut c'est 1445 €, les cotisations employées, et le net c'est ce que reçoit l'employé. Donc ce que disait le rapport gallois, c'est que le coût du travail, le super brut était trop élevé, et donc il fallait retirer des charges, des cotisations employeurs, sachant que chacune de ces types de cotisations ont une fonction très précise, notamment fonctionne la sécurité sociale, les assurances chômage, et donc qui sont une forme de consommation, on consomme de la sécurité. La question c'est de savoir qui doit les payer. Dans notre système français, c'était l'employeur qui en paye une partie, héritage du système à la Bismarck, ce qui ici entraîne un problème maintenant de compétitivité. Nous aurions un coût du travail, notamment par rapport à l'Allemagne, un peu trop élevé. Donc c'est bien ce que je mentionnais tout à l'heure, la rigidité du taux de change oblige à faire des réformes structurelles. Alors naturellement, certains disent que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de pouvoir faire ces réformes structurelles, et c'est une bonne chose, dit-on, que l'euro nous oblige à faire ces réformes qui étaient nécessaires, disent-ils de toute façon. On peut leur rétorquer que bien sûr que c'était nécessaire, mais peut-être aurait-on pu le faire, chaque pays, en fonction de ses institutions, à son propre rythme. Par exemple, le cas de la Grèce, qui était exactement dans ce cas-là, a peut-être été obligé de faire des réformes trop rapidement et trop brutalement. Peut-être aurait-il été plus judicieux de faire des réformes à un rythme plus modéré en laissant la drachme grecque se déprécier quelque temps et le temps que les réformes se mettent en place. Autrement dit, on retrouve ici un débat sur cette histoire de prix que j'ai évoqué, qu'un économiste, Milton Friedman, avait déjà exposé dans les années 70, à la fin du système de Bretton Woods, et donc il disait que comme chaque pays avait une certaine rigidité monétaire, il y avait au moins un prix qui devait être très flexible, il s'agissait du taux de change. Pourquoi ne pas laisser à un prix unique, disait-il, très flexible celui-là, le taux de change en l'occurrence, le soin d'opérer l'ajustement au lieu de multiplier les modifications de prix internes avec tout ce que cela implique comme contraintes et comme effets marginaux. Donc d'une manière plus lapidaire, pourquoi ne pas laisser le chien remuer la queue au lieu de laisser la queue remuer le chien? Autrement dit, le taux de change, c'est la queue du chien, et la sphère réelle de l'économie de chaque pays, c'est le corps du chien. Et avec la mise en place de l'euro, ce que l'on a fait, c'est qu'on a bloqué la queue du chien, et donc ce qui oblige évidemment le corps du chien à bouger, la sphère réelle de l'économie dans mon exemple, bouger, et c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus lent en tout cas à se mettre en place, et il est possible que là la zone euro, en absence de coopération politique plus approfondie, une Europe fédérale par exemple, soit ici dans un désajustement assez important. Bon, et donc la conclusion de ce que je voulais dire dans ce chapitre, je reprends cette longue citation de Friedman qui explique que les économistes ne savent pas grand-chose, mais nous savons très bien une chose, comment provoquer des pénuries et des excédents. Voulez-vous provoquer une pénurie de n'importe quel produit, dit l'auteur, il suffit que le gouvernement fixe et soutienne un prix maximum légal qui soit inférieur à celui qui s'est imposé autrement sur le marché. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Voulez-vous provoquer un excédent de n'importe quel produit? Il suffit que le gouvernement fixe et soutienne un prix minimum légal supérieur au prix du marché. Bloquez les prix et les problèmes apparaîtront. Libérez les prix et les problèmes disparaîtront comme par enchantement. Alors
Bon, il n'est pas certain que tous les problèmes disparaissent, mais il est certain que beaucoup de problèmes apparaissent dans nos économies contemporaines parce que les prix sont extrêmement rigides. Ce qui est paradoxal dans des économies dites de marché, là où justement les prix devraient être le signal, l'allocateur de ressources rares, eh bien la plupart du temps, on a demandé aux autorités, aux administrations de s'en occuper et il n'est pas certain, disent les libéraux, et personnellement c'est ce que je pense, il n'est pas certain qu'on obtienne toujours une meilleure allocation. Donc la conclusion un petit peu, c'est qu'il ne faut pas toucher au prix, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur le marché, sur l'offre ou sur la demande, ou même sur la structure du marché, mais éviter de toucher au prix. C'est un peu comme si lorsqu'on est malade, on décidait de casser le thermomètre parce que la température ne nous plaît pas, et en cassant le thermomètre ou en bloquant le mercure dans le thermomètre, on pense avoir réglé la maladie. Eh bien, en tout cas, c'est le message des économistes libéraux. Il n'est pas du tout certain que ce soit une bonne méthode. Voilà, bonne réflexion sur ce sujet, j'espère avoir été clair et bonne révision. Merci à tous.